La question de finalement de voir comment la réforme qu'on a aujourd'hui effectivement est le résultat d'une suite d'événements, de réformes et d'autres grandes réflexions, de courants même idéologiques qui ont eu à travers le passé. Donc si je résumais l'intention de ma présentation, c'est de voir, en fait, de jouer avec un effet de contraste, de voir comment est-ce qu'on recule un peu dans l'histoire, on peut voir les grandes continuités, les grandes ruptures. Et on voit aussi dans ma présentation ce qu'on pourrait appeler une espèce d'enchevêtrement entre les idées, faire l'histoire des idées toujours fascinant, ou les idéologies qui sont en vigueur à une époque qui finissent par peser tellement lourd qu'ils vont se matérialiser ou se cristalliser dans les politiques sociales. Et un des moments, une des façons de voir ça, c'est soit les commissions, les grandes commissions qui sont organisées une époque ou une autre, où on va se mettre à questionner qu'est-ce qu'on va faire avec le système de santé, comment on répond à des nouveaux besoins, de ce genre de choses-là. Et c'est souvent extrêmement extractif. C'est comme ça qu'on a procédé à l'IRIS pour travailler l'histoire du système de santé. C'est quelque chose qui va apparaître dans le deuxième tome de Dépossession. Peut-être certains ont entendu parler de notre premier tome, un livre sur la dépossession au Québec, qui était sur les ressources naturelles. On va en avoir un deuxième sur les services sociaux. Et ce que je vous présente, essentiellement, c'est beaucoup des réflexions qui me viennent de ce travail-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma présentation? D'abord, la gestation. En fait, je voulais couper des mots ici, là, parce qu'en 4 bouts, c'est quoi? C'est gestation, révolution, contre-révolution et réanimation, peut-être. Donc, c'est les parties que je vais passer. Donc, on commence avec la longue gestation, la longue marche vers un système public de santé au Québec. Je n'irai pas trop loin. Je n'irai pas trop loin dans l'histoire parce que c'est intéressant de remonter même jusqu'à la Nouvelle-France pour réfléchir, voir comment on abordait les questions de santé et tout et tout. Mais je m'en tiens ici à vous dire que une des choses qui frappe quand on fait l'histoire de la santé, c'est de voir à quel point ça n'a pas toujours été une question d'hôpitaux. L'hôpital arrive même plus tôt tard. Ça n'a pas toujours été une question de médecins. Il y a beaucoup d'acteurs à travers le temps. Les médecins ont eu des rôles qui ont beaucoup évolué à travers le temps. On parle des médecins, des chirurgiens barbiers du début de la Nouvelle-France, ce type de choses-là. C'est assez intéressant de voir comment les rôles évoluent. Pas toujours été une question d'État non plus. Ça déjà, en fait, c'est assez récent même que l'État est à ce point impliqué dans la question de la santé. Et le rapport au capitalisme aussi est pas toujours aussi clair que que certains vont affirmer. En fait, je ne suis pas sûr qu'ici, ça va surprendre beaucoup de gens si on dit que la santé est malade du capitalisme, que le capitalisme n'a pas nécessairement et même, en fait, été plus souvent qu'autrement une façon de détériorer la santé des populations. Mais pourtant, il y a des argumentaires qui disent qu'au contraire, c'est vrai qu'il y a eu des passes difficiles, mais que l'évolution, la modernité a permis d'améliorer la santé des populations. Alors, c'est quand même intéressant de regarder considérer que le progrès, ça n'a pas toujours amélioré la santé et que quand on regarde l'industrialisation, ou quand même on compare la France, au moment où elle s'était industrialisée, commençait à être plus avancée dans l'industrialisation, comparativement au Canada, où les populations étaient encore plus majoritairement rurales, l'état de santé des populations en France était inférieur à celui du Canada, qui pouvait être vu pourtant comme une colonie, quelque chose de plus lointain et tout et tout. On va voir la même logique aussi ici même quand il va y avoir l'industrialisation, les villes vont se développer, les entreprises vont recevoir tout plein de main-d'œuvre, on a tous les problèmes qui vont se passer avec les épidémies, l'insalubrité, etc., dans les villes, et on va avoir là encore une situation où, dans les villes où il y a en théorie, modernité, progrès, on a en fait des conditions de vie, des conditions de santé qui se détériorent. On voit aussi dans l'histoire beaucoup d'exemples de pays avec peu de ressources qui ont eu des grands succès. Là-dessus, je peux citer un texte de Colin Leys que, encore là, Marie-Claude Goulet-Monde avait utilisé dans une revue des Nouveaux Cahiers du socialisme où on commençait la réflexion sur un texte de Colin Leys qui fait un historique comme ça des rapports entre le capitalisme et la santé et va montrer comment un pays comme la Chine dans les années 50 ou Cuba dans les années 60 ou encore le Kerala, souvent les gens de l'État du Kerala en Inde, qui va souvent être cité par des gens de santé publique, comment ils ont atteint des objectifs de santé absolument impressionnants sans passer à travers le capitalisme. Même chose pour les questions de recherche et développement. Leys aussi mentionne que les politiques
qui ont eu peut-être les succès les plus spectaculaires en termes de faire reculer la maladie, de soigner les populations, d'améliorer l'espérance de vie, et probablement les hygiénistes. Peut-être que certains me connaîtront, mais le mouvement des hygiénistes, en faisant reculer les maladies infectieuses, a connu des succès assez formidables. Et c'est une époque où la recherche et développement, la fameuse recherche et développement qu'aujourd'hui on associe à ce point à ce qui devrait nous aider à aider l'état de santé, bien, à cette époque-là, quand il y avait le mouvement des hygiénistes qui connaissait d'aussi grands succès par rapport à l'amélioration de la santé des populations, bien, l'entièreté de la recherche et développement, on estime que pour toutes les sciences, tant publiques que privées, ça correspondait à peu près 0,2 du PIB. Donc, c'est quelque chose de très petit dans l'économie, alors qu'aujourd'hui, on atteindrait des sommes vraiment beaucoup plus élevées. Donc, richesse n'équivaut pas à la santé. On pourrait parler aussi des inégalités. Marie-Claude Goulet l'a dit un peu plus tôt. Quand on a un système qui, à ce point, pousse pour développer des inégalités, ce qui est pratiquement une définition du capitalisme, bien, on se retrouve aussi avec plein de phénomènes qui vont à l'encontre de la santé des populations. Mouvement des hygiénistes, bien voilà, j'en ai parlé. Les résultats, quand je parlais des résultats spectaculaires, de 1971 à 1951, les décès dus aux maladies infectieuses sont passés de 31 à 6 et c'est ce qu'on appelle des fois la transition épidémiologique, où on a, en fait, les causes de maladies vont changer. Les premières causes vont donner des maladies chroniques comme les cancers ou les maladies du cœur. Et quand je parle de la force des idéologies, comme je l'annonçais, je tenais à montrer cette image-là, ça a marqué, parce qu'au Brésil, il y a un quartier qui s'est développé dans les années où le mouvement des hygiénistes était fort, et donc on a appelé ça hygiénopolis. Donc, comment on peut voir une idéologie comme ça qui vient de la santé publique, qui finit par se transmettre jusqu'à l'urbanisme. J'ai toujours trouvé ça fascinant, et ça va un peu dans le sens de ce que j'essaie de dire. Donc, dans le travail que j'ai fait sur le système de santé, j'essaie de voir beaucoup comment évolue le système de santé en regardant deux choses. En fait, le système comme tel et la couverture. Couverture, l'usage du terme, je le reconnais, est peut-être une concession qu'on fait déjà au monde de l'assurance. On ne pourrait pas nécessairement voir tout ce qui se fait en termes d'accès à la santé comme assurance. Je le reconnais, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de meilleure façon de le voir. Donc, le système, au début du 20e siècle, est très rudimentaire. À part les fameuses commissions d'hygiène qui se développent un peu partout, on n'a pas nécessairement beaucoup d'installations, pas un système qui s'affirme ou qui s'assume. Et de l'autre côté, les couvertures, mais aussi, c'est très rudimentaire. Les mutuelles, c'est peut-être une des premières initiatives les plus intéressantes. C'est des travailleurs qui se mettent ensemble, cotisent pour essayer de se faire des fonds d'assurance entre eux. Ça va être très fragile. Ça va absolument pas réussir à survivre très longtemps. Une première loi des accidents du travail en 1909 qui va devenir un peu le socle qui va inspirer beaucoup d'autres lois. Loi d'assistance publique de 1921. Celle-là est intéressante parce qu'elle va donner lieu, ça c'est sous Taschereau au Québec, et elle va donner lieu à des affrontements entre les traditionalistes forts comme Henri Bourassa, qui vont fustiger une formidable menace à la charité libre. C'était les mots qu'il avait utilisés à cette époque-là. Alors que de l'autre côté, on avait un type comme Athanase David, qui était à ce moment-là secrétaire de la province. On avait vraiment ce titre-là à ce moment-là, et qui, lui, répliquait à tout ça. Lui était un tenant d'une modernisation, disons, d'une organisation, d'une prise en charge étatique davantage de ces questions-là. Il lui disait, la charité aujourd'hui est technique, elle est devenue une science. Donc, il faut aujourd'hui l'organisation de la charité. Et c'était des débats très difficiles, et à plusieurs moments, c'était impensable de voir qu'on pouvait, à ce point-là, confier à l'État un certain nombre de responsabilités. La commission Montpetit, encore là, c'est une commission qui va faire le constat que de laisser les compagnies d'assurance assurer les gens, ça ne fonctionne pas. On s'aperçoit que de laisser des compagnies d'assurance offrir des produits d'assurance, bien, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de se payer. Puis ceux qui sont capables de se payer encore là, ils ne sont pas capables de payer assez d'argent en prime pour permettre à la compagnie de vraiment fonctionner, de ne pas disparaître, de ne pas faire faillite. On a toute la précarité d'un système laissé au marché. Donc, la commission Montpetit va faire ça comme premier constat. L'assurance libérale est un échec. Donc, à partir de maintenant, il va falloir penser à une assurance obligatoire. Et c'est juste pas clair encore, est-ce que ça doit être... elle doit être encadrée par l'État, mais qui va l'offrir? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des compagnies d'assurance encadrées par l'État? C'était pas clair, c'était dans les débats. Et
mon petit, sachant que s'il proposait une étatisation, une assurance publique, universelle pour tout le monde, bien, qui serait battu par les secteurs conservateurs encore très forts dans la société, il dit, OK, on va vous laisser encore quelques années pour vous adapter, puis si vous n'avez pas corrigé les choses, bien, on va passer à une autre façon de faire. Ce qui est, je ne sais pas si ça fait penser un peu à ce que Barrett a pris comme attitude avec le projet de loi 20. Là. Mais moi, je ne sais pas s'il s'est inspiré de l'histoire du Québec, mais bon. Donc, je vais sauter l'exemple de la Croix-Bleue, hein, pour dire qu'il y a eu des tentatives importantes au Québec de faire fonctionner des assurances libérales ou des assurances, même des assurances à but non lucratif, comme la Croix-Bleue, où on essaie de faire en sorte que des entreprises confient là, vraiment un bassin de travailleurs à un assureur à but non lucratif. C'est un modèle qui venait des États-Unis pour éviter justement la socialisation, l'étatisation des soins de santé. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour éviter que les gens, les masses, finissent par réclamer des systèmes universels. On essaie de s'entendre avec les hôpitaux pour des tarifs et tout et tout. Et en faisant payer ces travailleurs-là, s'organiser pour qu'il y ait un bout de l'hôpital qui soit réservé malgré tout aux plus pauvres, hein, pour qu'ils puissent eux autres aussi recevoir des soins. Donc, pendant des décennies, en fait, hein, c'était le pari qu'on faisait. On espérait que cette assurance libérale-là, que le marché privé allait réussir à prendre en charge assez de monde, qu'il y allait avoir quelques personnes qui allaient tomber entre les cracks, mais qu'on réussirait à les récupérer. Et ça n'a jamais marché pour personne. Hein. Ça a toujours été un échec. La Révolution. Peut-être une chose pour dire que la construction d'établissements, hein, parce qu'on parle du système, c'est assez intéressant de voir qu'on parle de révolution tranquille, donc à partir des années 60, mais le gros des établissements de santé et de services sociaux, le gros développement qu'il y a eu, c'est avant la révolution tranquille, c'est entre les années 40 et 60. On est passé en 1931 de 125 établissements à 275 établissements. En 1961. Donc, le gros a vraiment été construit à cette époque-là, donc les époques de Duplessis. Hein, et tout ça, Duplessis était fait beaucoup par l'argent d'un programme fédéral, étonnamment. Hein. Duplessis était très nationaliste, refusait beaucoup de programmes, mais celui-là, il l'avait accepté. Et donc, il y a beaucoup d'établissements qui se sont faits. Donc, qu'est-ce qui s'est fait après, avec la Révolution tranquille? Qu'est-ce qui a été construit? Bien, en fait, c'est la fin du système où les hôpitaux sont privés. Hein, et en fait, on va les regrouper dans un réseau qui devient public. Hein. Donc, c'est la différence qui va se produire. Il y avait des établissements, on va les fédérer dans une espèce de grand réseau qui va devenir éventuellement, au début des années 70, le ministère des Affaires sociales. Et c'est important de rappeler cette chose-là. Hein. Il y avait un ministère des Affaires sociales. Pourquoi ça s'appelait comme ça, ministère des Affaires sociales? Parce qu'il y avait santé, services sociaux, mais aussi le ministère du Revenu dans tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il y avait le ministère du Revenu? Bien, parce qu'à cette époque-là, on disait quelque chose pour lequel ils sont en train de se battre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on disait, si les gens ont pas assez de revenus, ils sont pauvres, bien, ils vont tomber malades. Donc, il faut traiter tout ça ensemble, essentiellement. Ça doit être un ensemble. Il faut le voir comme une espèce de... En fait, c'est une reconnaissance d'un déterminant de la santé assez important. Hein. Si on retourne un petit peu en arrière, c'est important de considérer aussi la question de l'influence qu'a pu avoir, je savais que j'oublierais de partir mon chronomètre comme d'habitude, donc je peux avoir juste une mention à 15 et à 30. Merci. Donc c'est assez fascinant encore là de voir ce qui est venu du Canada. Hein. Et un exemple que je donne quand je vais à l'étranger pour parler un peu de la dynamique entre le Canada anglais et le Canada français, de parler de ces fameuses deux solitudes, c'est de parler de quand je finissais mon bac en sciences politiques et que je vois dans le journal un article qui portait sur le choix du plus grand Canadien de tous les temps, donc un choix fait à CBC. Et je regarde ça et je dis, bon, qui est l'heureux élu? Et je vois le nom et j'avais aucune idée c'était qui. Hein? C'était Tommy Douglas, donc un homme politique de Saskatchewan qui venait d'être élu le plus grand Canadien et j'ai un passeport canadien, je suis citoyen canadien, je finissais un bac en sciences politiques et je n'avais jamais entendu parler de ce type-là. Et qui en plus est un type absolument admirable pour plein de raisons. Alors j'ai souvent utilisé cet exemple-là après coup et ça permet aussi de comprendre pourquoi, je pense, il y a un rapport différent au système de santé au Canada anglais qu'au Québec. Hein. Au Québec, on est beaucoup plus ouvert à une perspective de privatisation, malheureusement, qu'au Canada anglais, où il y a encore vraiment une connotation émotive très forte associée
au système de santé. Et ce n'est pas difficile de le comprendre quand on voit l'histoire, la lutte incroyable qui s'est faite en Saskatchewan, en particulier pour l'instauration de l'assurance maladie. C'était une revendication assez vieille, d'ailleurs, qui a commencé apparemment que les premières revendications, grandes revendications d'un système d'assurance maladie, c'était lors de la grève de Winnipeg en 1919, une grande grève dont encore là, on entend peu parler au Québec, mais qui était un très fort mouvement de contestation. En 1947, un gouvernement du CCF, donc ça c'est l'ancêtre du NPD, qui va adopter l'assurance hospitalisation au Saskatchewan. C'est déjà une nouveauté, l'assurance hospitalisation, c'est-à-dire à partir de maintenant, l'hôpital ne coûte plus rien. Donc un accès gratuit à l'hôpital, un accès universel à l'hôpital. Le fédéral va finir par embarquer en disant « OK, on va vous payer 50 du programme après plusieurs années, après des hésitations. » Et là, le gouvernement CCF en Saskatchewan dit « OK, on va recevoir de l'argent pour un programme qu'on assume déjà nous-mêmes. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va étendre notre programme. On va faire une assurance maladie publique et universelle. Donc, là, c'est plus seulement l'accès à l'hôpital qui devient gratuit, c'est la couverture de tout le monde, de tous les soins. Donc, les médecins, en particulier, vont dorénavant être payés par l'État au lieu d'être payés par des individus ou des assureurs privés. Et ça, évidemment, ça a été un affrontement énorme. Les médecins, ils voyaient une intrusion dans leur pratiquement dans leur pratique, parce qu'ils se disaient l'État va nous mettre des conditions, on va devenir tout dépendant de l'État qui va avoir un levier financier pour nous faire changer nos pratiques et tout et tout. Et donc, ça a été une bataille assez incroyable qui s'est internationalisée, en fait. Les médecins se sont mis en grève. Après la grève des médecins, en fait, alors que les médecins se mettaient en grève, il y avait ce qu'on appelle la famille Sifton, qui était une famille contre tous les médias, qui s'était mis évidemment contre le mouvement qui était en place à ce moment-là. L'Association médicale canadienne s'est positionnée très fort contre la nouvelle mesure du gouvernement en Saskatchewan. Puis là, l'Association médicale aux États-Unis aussi a rentré dans tout ça en appuyant, en fait, en refusant aussi, en s'objectant à la décision de faire l'assurance maladie parce qu'il avait peur que ça fasse des dominos après dans le reste de l'Amérique du Nord. Du côté des mouvements sociaux, du gouvernement, bien, il y a tout un réseau de cliniques communautaires qui se sont ouvertes avec la base là, qui était la base électorale du gouvernement, qui était des fermiers, des ouvriers qui se sont mis à s'organiser pour offrir des soins pendant la grève des médecins. Ils ont fait venir des médecins d'Angleterre, des gens qui étaient dans le NHS, donc probablement que c'était des communistes et tout, et eux qui étaient déjà formés à ce système public. Donc, ça a été une bataille qui a duré 3 semaines, et après 3 semaines, les médecins ont cédé et ont fini par accepter qu'il y aurait une assurance maladie, etc., etc. Et donc, c'est une bataille assez incroyable où toutes les chances étaient contre le gouvernement, qui a été gagnée malgré tout et qui s'est après ça répandue à travers toutes les provinces canadiennes jusqu'au Québec. Ça a été un peu plus long pour différentes raisons. Comme d'habitude, il y avait quand même une résistance pour la protection d'une juridiction québécoise en santé. Mais cette victoire-là a imprégné vraiment quelque chose dans le rapport qu'ont les Canadiens anglais, en particulier à l'assurance maladie, qui est assez fascinant et qui montre encore là la puissance que peuvent avoir les idées ou, dans certains cas, les mouvements. La Révolution tranquille arrive au Québec et là, on va reconnaître que très tôt, il va y avoir d'abord une commission Tremblay sur laquelle je vais sauter, j'aurais pas le temps. Il y a un comité Boucher qui, dès le début de la Révolution tranquille, va dire « Tout individu dans le besoin a droit à une assistance de la part de l'État, quelle que soit la cause immédiate ou éloignée de ce budget. » Donc, un constat très, très clair, une idée très, très claire en faveur de l'universalité, de l'accès, peu importe les causes. On n'essaie pas de départager des bons malades, des mauvais malades, ou des bons pauvres, des mauvais pauvres, ce genre de choses-là, comme on va voir dans un système où on va commencer à filtrer les gens à l'entrée, on va commencer à tarifer les gens, voir le type de revenus qu'ils ont. C'est pas compliqué. Universalité, tout individu dans le besoin a droit à une assistance de la part de l'État pour ses soins. C'est ce qui va inspirer les réformes qui sont en train de se mettre en place. La contre-révolution. Vous voyez, c'est toute une palette de sympathiques personnages. Donc, et c'est d'autant plus de circonstances qu'on dit que Pinochet a, au Chili, été le laboratoire des idées néolibérales et tout. Donc, le néolibéralisme, un autre encore, excusez-moi, je ne veux pas gâcher non plus votre journée. Là, j'embarque dans un cadre conceptuel qui a été beaucoup développé à l'IRIS pour traiter
de les réformes actuelles de l'État. On l'a utilisé davantage en éducation. Depuis avant, on a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation. Et dans les dernières années, je l'ai appliqué au système de santé. J'ai vu que c'était parfaitement applicable. Et une des choses qu'on dit pour parler du néolibéralisme, c'est corriger en fait une lecture qui a pu s'en faire dans les dernières années. Quand Sarkozy a dit en 2007-2008, en pleine crise économique, la crise boursière et financière qui est devenue économique, a dit bien, il va falloir accélérer les réformes. Il faut reconstruire un capitalisme régulier où des pans entiers de l'activité financière ne sont pas laissés à la seule, blablabla. Tout le long, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça y est, on est arrivé au bout du néolibéralisme, on passe à d'autres choses. On revient à une autre forme de capitalisme. Bon, on sait très bien que le néolibéralisme ne s'est pas arrêté en 2007-2008. Mais est-ce que c'était une contradiction? Est-ce qu'en fait, c'était une première stratégie? Ou est-ce que, et en fait, c'est ce que j'affirme, c'est que c'est ce qu'on affirme avec la définition du néolibéralisme qu'on a eu, c'est que Sarkozy était tout à fait cohérent avec des idéaux néolibéraux quand il disait cette chose-là. Parce qu'il ne faut pas voir le néolibéralisme comme du laisser-aller, du laisser-faire, pour reprendre l'utilisation qu'on a parfois du marché. Le néolibéralisme, c'est absolument pas du laisser-faire. Le néolibéralisme, c'est au contraire un État qui est très engagé dans le développement du privé, du marché ou d'un système entièrement soumis à la concurrence. Pensez au traité de libre-échange. Le traité de libre-échange, ça n'apparaît pas dans l'air. Des marchés, ça n'a rien de naturel. Des marchés, ça doit être construit, balisé, surveillé par des États. Et on le voit à toutes les sphères de la société. Donc, le libéralisme, ce n'est pas du laisser-faire, ce n'est pas une absence d'État, pas du tout. C'est de la concurrence partout. Un État transformé qui devient un agent du privé, un promoteur des marchés, qui stimule les marchés, qui bâtit même l'infrastructure des marchés. Donc, c'est un État aussi qui reproduit le fonctionnement de l'entreprise à l'interne. Donc, ça nous permet, quand on le voit cet angle-là, de comprendre bien les choses qu'on essaie de faire avec le système de santé présentement. La réforme qu'on a présentement, la réforme les réformes multiples de Barrette, on peut les voir comme une accélération d'un processus qui a commencé dès le début de la réingénierie de l'État. Vous vous rappelez cette expression là, du gouvernement Charest, alors que Couillard était ministre de la Santé. Alors, je pense qu'on a une continuité ici d'une accélération, d'une réforme néolibérale de l'État en santé et ailleurs. Et bon, on l'a appelé, on lui donne un nom habituellement à cette application à la gestion tant des organismes privés et publics, parce qu'on ne fait plus la distinction quand on adhère à cette vision néolibérale. On lui donne un nom, ce mode de gestion-là, puis c'est la gouvernance, ou la gouvernance entrepreneuriale, si on veut lui donner aussi son nom de famille. Et cette gouvernance va inspirer à peu près tout ce qu'on fait présentement de réforme dans l'État. Soit qu'on garde les choses comme on les a héritées encore un temps, ou sinon on les réforme pour se soumettre à une gouvernance qui est typique à la gouvernance du privé. Ça, on fait encore un petit retour en arrière. Quand on parle de la construction du ministère des Affaires sociales, on regarde des projets de loi, on regarde les textes de loi, on parlait d'universalité, on parlait d'orchestration, de planification, d'intégration, de structuration. C'est quelque chose qui annonce une tendance technocratique aussi. On passe à la deuxième étape, qui est comme ce que j'ai appelé espèce de tâtonnement, qui fit avec la commission Rochon, où on va essayer de revoir ce système-là, mais on va finalement continuer dans une espèce de voie technocratique, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais on peut dire qu'il y a deux écueils qu'on a pu observer. Il y a ce glissement dans le néolibéralisme, mais ça ne fait pas de l'État non plus nécessairement un sauveur. Un État qui devient plus autoritaire, qui centralise, qui absorbe les initiatives populaires pour les étouffer, c'est un autre écueil aussi. J'y reviens dans ma quatrième partie. Régionalisation, participation publique contre les groupes d'intérêt. Donc, il y avait encore dans cette époque-là, les années 80, avec Rochon en particulier, la commission Rochon, il y avait encore une prise, un préjugé favorable au public, au secteur public. On parlait encore de participation démocratique, ce type de choses-là. Mais déjà, les réformes ne suivaient plus tellement. Il y avait déjà un éloignement assez fort de ce qui se passait vraiment dans la réalité du réseau. Contrôle des coûts fait déjà son entrée assez vite. Ce n'est pas d'hier qu'on parle des coûts qui sont supposément en train d'exploser du système de santé, ce sur quoi on a publié à l'IRIS à plusieurs reprises pour dire que d'un point de vue, c'est pas vrai, ou encore il faut voir de quelles dépenses on parle quand on parle d'augmentation trop rapide des coûts. Et bientôt, on passe au déficit zéro, virage ambulatoire. Et on peut faire le lien avec ce qu'on voit aujourd'hui avec les politiques d'austérité. Il n'y a rien de mieux qu'un
moment d'austérité, de déficit zéro, pour accélérer la mise en place de réformes. Hein. S'il y a une chose qu'on peut voir de l'austérité présentement, c'est que ce n'est pas juste un ajustement comptable, c'est au contraire un moment où on va faire des choses comme le projet de loi 10. Le projet de loi 10 ne va pas vraiment nous permettre de faire des économies. Hein. Il va probablement nous coûter plus cher, en fait, mais le ministre Barrette dit « Oui, on va faire des économies de quelques centaines de millions dans le budget de la santé, c'est pratiquement rien. » Mais le projet de loi 10, la reconfiguration du système de santé, elle est extrêmement significative. Hein? Donc, on profite d'un contexte d'austérité pour accélérer des réformes. Virage des années 2000, c'est là que va s'implanter, à notre avis, va juste faire s'accélérer l'implantation d'une réforme néolibérale. Rapport clair, d'abord, oui, ils vont le mentionner. Réingénierie, j'ai mentionné aussi. On va parler même, Monique Jaume-Forgette qui parlait carrément, hein, c'était très clair, c'était pas là, on va créer des marchés internes. Hein. On veut qu'à l'intérieur de l'État, on ait des marchés. Donc, on va stimuler une meilleure efficacité des différents ministères, des organismes, des établissements de santé et de services sociaux par la concurrence. Partenariat public-privé, ça ne peut pas être plus clair non plus. Et aussi le développement de ce qu'on pourrait appeler une bureaucratie néolibérale. Hein. Rappelez-vous ce que je vous disais, l'État, hein, le néolibéralisme, ce n'est pas un recul de l'État, au contraire, c'est un État très actif dans le développement du néolibéralisme. Et faire des marchés, stimuler la concurrence, ça prend du monde aussi. Surtout quand on rentre dans la gouvernance entrepreneuriale a besoin d'énormément d'indicateurs. Hein. On a une obsession des indicateurs et de la quantification. On a besoin de chiffres, on a besoin de tout quantifier pour éventuellement jouer avec les leviers, voir où sur la chaîne de montage on peut agir pour augmenter la productivité. Et si ce n'est pas quantifiable, le deuil d'une personne, par exemple, ou la souffrance ou le bien-être, bien, c'est probablement pas assez important pour être considéré dans tout ça. Alors, la bureaucratie néolibérale, c'est quelque chose on a fait les fusions de 2003 en disant que ça va servir à réduire le nombre de structures, ça va réduire à ôter le nombre de fonctionnaires. Finalement, ça va augmenter. Entre 2003 et la réforme de Barrette, donc entre celle de Couillard et celle de Barrette, on a augmenté le nombre de personnes au fur et à mesure qu'on avançait dans cette réforme néolibérale. Hein, alors qu'on voyait moins de gens, au contraire, qui donnaient des services à la base du système. Donc, État néolibéral toujours, et j'insiste encore là, c'est ce qu'on voit s'accélérer présentement sous Barrette. De l'utilisation du privé. Hein. Centres médicaux spécialisés, c'est une bonne image aussi. Hein, on va voir vraiment l'État qui va garder des salles d'opération fermées, qui va au contraire donner des paquets, des demandes, des commandes d'opération à une clinique privée qui est juste à côté de l'hôpital. On va parler des agences infirmières, on a vu des choses similaires, ou encore jusqu'à permettre l'incorporation des médecins. Mais encore plus révélateur, je pense, encore plus fort comme image, et toute la question du financement à l'activité. Ce qui devrait être la prochaine réforme de Barrette, la prochaine qu'on risque de voir être implantée avec toute l'élégance qu'on lui connaît. Donc, Barrette va appeler ça le financement axé sur les patients, hein, parce que c'est en fait une ligne de communication pratiquement. Hein. Qui peut être contre ça? Hein? On va rentrer dans l'hôpital et là, l'argent nous suit, donc tout le monde va être content de nous voir et tout va bien aller. En fait, ce que ça veut dire, c'est la mise en compétition des hôpitaux. C'est vraiment, les hôpitaux vont être rémunérés en fonction du nombre de gens qui passent. Hein. Il y a une quantité hallucinante d'effets secondaires ou d'effets pervers qui viennent avec ça, que je ne vais pas passer maintenant parce que c'est trop long et je vais manquer de temps, mais cette réforme-là est vraiment une obsession de la concurrence. Alors que beaucoup de gens diraient qu'au contraire, ce qu'il faudrait dans le système de santé aujourd'hui, c'est de briser les silos qu'on n'a jamais brisés à briser, qu'il faudrait davantage de coopération entre les différentes composantes ou les différentes professions, travailleurs qui existent dans le réseau. La concurrence vient faire exactement le contraire, hein, en mettant les gens s'affrontant comme ça, et c'est vraiment une foi aveugle dans les vertus de la concurrence du marché privé. On a réduit énormément le nombre d'établissements, donc de conseils d'administration. Au début des années 90, il y en avait au-dessus de 900, c'est quand même hallucinant, au-dessus de 900 lieux où on délibérait, où on prenait des décisions, où il y a des élus de la population, représentants des usagers, représentants des médecins, représentants des infirmières, etc. On a réduit énormément et là, il manque la dernière réforme où l'on tombe très bas. Hein. On est rendu maintenant à on sera une trentaine, je pense. En fait, il faudra voir comment on le calcule. Nombre d'établissements. Alors, on voit vraiment
un État, dans ce cas-ci, qui est en train de centraliser énormément. Déjà que les conseils d'administration, on les changeait en mettant de plus en plus des administrateurs dits indépendants, donc habituellement des comptables ou des gens liés au monde des affaires ou des gens donc indépendants parce qu'ils relèvent de la finance et de la gestion, alors qu'on considère les gens qui viennent de l'établissement comme des gens conflits d'intérêts, ce qui donnait des logiques assez absurdes. Parce qu'on a vu la même chose en éducation. En éducation, ça voulait dire mettre des gens de la Banque Scotia sur le CA de l'UQAM. Ça a été ça un temps. Ça, c'était mettre des administrateurs indépendants sur qui. Donc, cette réforme-là visait à mettre les gens de l'institution en minorité. Et maintenant, on a les abolis purement et simplement, les CA, donc toute instance de concertation, de prise de parole. Merci. C'est bon, je vais avoir le temps de terminer. Donc, gouvernance entrepreneuriale, un projet politique, prolongement de l'idéologie néolibérale, qui vient rompre complètement avec un idéal de service public. L'austérité, présentement, je l'ai mentionné, permet l'accélération de la métamorphose. Dans le système de santé, c'est la dernière cristallisation d'un grand mouvement socio-culturel qui a cours dans la société. Je l'ai mentionné plusieurs reprises. Je n'ai pas mentionné celui de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, même le Parti libéral considérait que c'était important de mettre dans son programme électoral la gratuité scolaire. C'était dans l'air du temps beaucoup plus fort. Donc, ça tire un peu toute la société dans un sens ou dans l'autre. Ou même Castonguay, le même Castonguay-Neveu, même Castonguay qui aura été un des principaux promoteurs du secteur privé dans les dernières décennies. À l'époque où Castonguay a participé à sa première commission, celle qui a débouché finalement sur le ministère des Affaires sociales et sur l'assurance maladie, mais dans cette commission-là, il s'était aussi imprégné de l'air du temps, y compris avec un voyage en Europe où ils avaient fait le tour de toutes sortes de systèmes, et ils étaient venus à la conclusion que c'était un système public fort qui était la meilleure option. Et Castonguay a essayé malgré tout de préserver, si je ne me trompe pas, c'était la mixité de la pratique pour les médecins. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il a essayé à la toute fin là, de faire passer. Et même ça, en fait, la vague était trop forte qu'il a été obligé de se ranger à une réforme qui donc il y aurait de l'étanchéité qui ne permettrait pas aux médecins comme ça de faire, sauf les radiologues qui peuvent faire ça, de vous envoyer, ils peuvent pratiquer dans le privé et dans le public en même temps. Donc, vous pouvez arriver à la clinique, il y a une grande file de gens. Ou à l'hôpital, en fait, il y a une grande file. On vous dit, si vous voulez passer plus vite, vous allez à la clinique, ça va vous coûter de l'argent, mais vous allez passer, au moins. Donc, un incitatif à ne pas faire avancer les lignes du public. Bref, cette obsession maintenant de la gouvernance entrepreneuriale est vraiment très forte et on le voit à beaucoup de niveaux. J'avais plusieurs autres exemples aussi, où on le voit, quand je parle que c'est dans l'État, on le voit un petit peu partout. Je prendrais peut-être juste celui de l'assurance chômage, parce que ou l'assurance emploi, j'ai eu à parler de ça cette semaine. Et encore là, je me suis rendu compte, les réformes de l'assurance emploi, c'est la même chose. On essaie de briser l'idée d'universalité. On essaie de briser l'idée que c'est un droit, d'une certaine façon, d'avoir cotisé à ce service, cette assurance et d'en retirer de l'argent. On essaie vraiment de faire des catégories de chômeurs et on veut vraiment étiqueter pour dire qu'il y en a des bons, ceux qui ne l'utilisent pas ou ceux qui vont l'utiliser une fois en 35 ans. Et il y a toutes les autres qui sont des problèmes et qui sont tous des fraudeurs potentiels d'ailleurs. Et il y a une approche de l'État par rapport aux gens qui est complètement changée quand on rentre dans tout ça. Je ne vais pas plus loin de ce côté-là. Et on va parler de la réanimation. Parce qu'à chaque fois, j'ai fait des conférences, et là, c'est des Boliviens que j'ai mis. À chaque fois qu'on a parlé de la question de la gouvernance, pour beaucoup de gens, ça va un peu comme être très lourd et décourageant, parce que pour beaucoup de gens, ils disent, la lutte, c'est pas compliqué. Le public contre le privé et il faut ramener le public à une certaine force. Mais là, ce que je suis en train de dire avec la gouvernance, c'est même le public, présentement, ou l'État, en fait, c'est notre ennemi. Le public n'est pas notre ennemi, mais l'État peut être absolument un acteur qui développe beaucoup le secteur privé. C'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire? Au contraire, je pense que non. Et là, je termine, c'est plus une grande ouverture. C'est une partie qui est beaucoup plus ouverte, cette partie-là de ma présentation, beaucoup plus d'exploration. Et j'admets que je m'inspire beaucoup de deux Français qui ont écrit des ouvrages que j'ai trouvés passionnants.
accompagné par la nouvelle raison du monde qui nous a beaucoup aidé dans notre compréhension du néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Donc, de corriger un peu notre lecture du néolibéralisme. Je tire l'exemple de Sarkozy. Ils le prennent aussi comme point de départ pour montrer à quel point Sarkozy avait une vision très néolibérale en proposant ces grandes réformes, d'accélérer des réformes. C'était au contraire pour rendre encore plus pernicieux la logique néolibérale de concurrence. Pernicieuse. Et donc, en 2014, ils ont pris pitié de nous, d'Ardois-Laval. Ils ont sorti un autre livre où là, ils parlent de ce que pourrait être un renouveau d'une pensée, d'une action politique, tout en continuant cette synthèse entre ce que peut devenir ce rapport entre le public et le privé. Et ils vont faire une image, en tout cas, ils vont à travers le concept des communs, peut-être certains en auront entendu parler, c'est quelque chose qui a été quand même beaucoup mis de l'avant par le mouvement altermondialiste en général, à plusieurs sources. Plusieurs gens ont pu l'utiliser de différents milieux. Un de celui qui nous intéressait plus tôt, nous à l'IRIS, c'est le variante économique, des économistes donc, qui se retrouvent avec hétérodoxes, donc qui challenge, si on veut, la pensée dominante en économie en disant « Non, c'est pas vrai que le privé ou le marché est le meilleur moyen d'allouer des ressources. On s'aperçoit qu'on peut trouver autre chose que le marché ou l'État, mais qui sont des communautés, des petites communautés de producteurs qui sont les plus efficaces pour gérer des ressources. » C'est une économiste qui s'appelle Ostrom aux États-Unis qui a développé ça, et il y a autour de ça une constellation de gens qui se sont posé des questions sur le commun. Et ce qui m'a trouvé assez impressionnant, et là j'ai mis le livre derrière, et ce qui m'a paru assez impressionnant dans tout ça, en fait, ça m'a rappelé que ça m'a fait penser au cas des CLSC. Les CLSC avaient une façon d'être évidemment, ce n'était pas du privé, et ce n'était pas non plus un État central planificateur qui gère tout et qui décide de tout. C'était au contraire mettre sur pied des ressources très décentralisées, localisées, où les gens, eux autres mêmes, décidaient quelles sont les priorités, les besoins d'une population locale. Et cette aspiration-là, cette volonté-là de développer ce réseau très, très ambitieux et très innovateur n'a jamais eu lieu, a été court-circuité très rapidement par un État qui s'est toujours méfié de ça. Et donc, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais tantôt, oui, le privé, à mon avis, ne nous permet pas de répondre aux besoins de la population en termes de santé, mais un État non plus, on ne peut pas uniquement reprendre un idéal de ministère des Affaires sociales qui s'est avéré très rapidement être une grosse machine qui concentre énormément de pouvoir au centre au centre de l'appareil, même s'il y avait des structures démocratiques, au moins, ce n'était pas là qu'on censait les avoir. Donc, les SLSC m'ont semblé être un exemple de ce que Dardeau et Laval veulent probablement dire par le commun, puis la recherche de ce que pourraient être en fait, c'est des communes, on pourrait dire un regroupement où il y a une co-obligation pour tous ceux et celles qui sont engagés dans une même activité. Ils les ramènent à cette base-là et ils font beaucoup de références très intéressantes à essayer de penser à comment Internet, le logiciel libre ou la communauté des hackers ou encore là, cette chose-là qu'on entend parler là, pas mal ces derniers temps, l'économie du partage pour des régions beaucoup moins intéressantes, mais une réflexion qui est stimulante parce qu'elle essaie de l'inscrire dans une actualité, de voir comment est-ce que ces choses-là pourraient être jouées là, dans les prochains débats de société. Alors, je termine encore là avec quelque chose de très ouvert. J'ai essayé d'être, c'est ça, le moins... de lancer des idées en étant le moins directif possible à ce stade-ci parce que ça continue de l'exploration. Mais je pense que cette question de la décentralisation en matière de santé et de services sociaux, elle a montré dans le passé que c'était la voie la plus intéressante en termes de définition de besoins. J'ai même ma collègue avec qui j'ai publié sur l'évolution des coûts de la santé qui, elle, défendait dans la note l'idée que c'est même la façon la plus économique de gérer des ressources. C'est de cette façon-là qu'on est le moins susceptible de faire des gaspillages. Donc, il y a définitivement quelque chose à explorer de ce côté-là. Oublions pas que les travailleuses et les travailleurs de la santé constituent une masse vraiment importante. Dans une population, on dit que c'est le plus gros employeur. Le ministère
la santé des services sociaux au Québec, c'est beaucoup de monde qui sont dans un réseau comme celui-là. Un réseau qui part dans une direction ou dans une autre, ça peut avoir des impacts qui sont absolument majeurs. Et il y a une façon aussi, je pense, qu'on peut apporter des réflexions là-dessus qui peuvent être porteuses, ou en tout cas aller chercher beaucoup de... dont la sensibilité de beaucoup de gens, c'est par rapport le vieillissement, encore là, c'est une autre chose sur laquelle on a publié, le vieillissement de la population ne va pas faire exploser les finances de l'État, le vieillissement de la population n'est pas un phénomène d'un point de vue fiscal ou de ressources qui est particulièrement inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est de voir cet État néolibéral qu'on est en train de mettre sur pied et lui dire, bien, voici, on a ce phénomène qui est en cours, le vieillissement. Est-ce que l'État néolibéral est capable de se charger de ça? Bien, évidemment pas. On sait ce qu'il va faire. Il va privilégier des solutions très, très, très individualisées au lieu de considérer ce problème-là comme un problème d'ensemble, un problème de collectivité. Comme on l'a fait à une autre époque, on a décidé de s'attaquer à l'accès, en fait, au coût de l'accès au système de santé, qu'on a fait l'assurance maladie. On s'était rendu compte que si on ne prenait pas la société dans son ensemble, bien qu'on n'y arriverait tout simplement pas. Alors, il faut espérer que de ce côté-là du vieillissement de la population aussi, qu'on va penser en termes d'universalité. Et encore là, si on pense en termes de masse critique, il n'est pas fou de penser qu'il y a beaucoup de gens qui se partagent cette sensibilité-là, qui ne veulent pas une approche néolibérale du vieillissement au Québec. Donc, j'arrête là. Comme vous voyez, hein, je m'excuse cette quatrième partie qui est vraiment plus... j'ai voulu ne pas terminer avec uniquement un propos catastrophiste sur la question de la gouvernance en santé, parce que quand on réfléchit à toutes ces idées qui tournent, qui finissent par influencer, bien, ce qu'on voit, c'est que les phases ont toujours une fin. Hein? Et cette phase qu'on connaît présentement sur la gouvernance en santé, elle aussi, elle va s'épuiser, on va passer à d'autres choses. Hein? Il y aura des phénomènes qui nous forceront à avoir besoin de nouvelles réflexions, de nouvelles idées. Ce n'est pas nécessairement les bonnes qu'on va adopter à ce moment-là, mais ça veut dire qu'on va avoir au moins une occasion de dire quelque chose, de proposer des choses. Fait qu'à ce niveau-là, il ne faut pas tomber non plus dans le cynisme et l'apathie.